Alors une nouvelle vidéo consacrée aux instruments de politique environnementale qui fait donc suite à la précédente. Donc on va reprendre les différents outils qu'on a vus dans la vidéo précédente en introduisant l'idée que ces instruments, pour pouvoir être efficaces, doivent être utilisés de manière complémentaire. Donc il faut qu'à l'issue de cette vidéo, nous soyons capables d'expliquer pourquoi les instruments de politique environnementale doivent être utilisés de manière complémentaire, et ce, à partir de l'exemple de la politique climatique. Donc on va mobiliser, comme d'habitude, un certain nombre de notions, des notions de terminale, capital naturel. On reviendra bien sûr sur les instruments de la politique environnementale vus dans la vidéo précédente, et on réutilisera des notions de première, comme celles de modèle, d'élasticité, d'asymétrie d'information, de coût marginal, ou de taux de prélèvement obligatoire. Donc on va prendre pour point de départ celui que chaque outil de politique environnementale présente des inconvénients. Si on prend le cas de la taxation, lorsqu'on regarde le taux de prélèvement obligatoire instauré dans les différents États européens, on voit que la France est en 3e position. En 2013, d'après Eurostat, on voit que le taux de prélèvement obligatoire français s'est élevé à 47,3% de son PIB, ce qui est élevé comparativement aux autres pays européens. Donc on voit ici qu'il se pose un problème d'acceptabilité sociale. Dans un contexte où les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, il devient difficile d'instaurer des nouvelles taxes, notamment quand on sait que certaines taxes pèsent d'abord et surtout sur les ménages modestes. Pour illustrer le deuxième problème, on va prendre l'exemple d'une entreprise A qui a des coûts de production de 9, un chiffre d'affaires de 10, et à qui on impose une taxe écologique de 2. Donc son chiffre d'affaires après taxe s'élève à 8, soit un chiffre inférieur à ses coûts de production. Donc pour cette entreprise A, la taxe écologique est manifestement trop élevée puisqu'elle induit un risque de faillite si l'entreprise A ne parvient pas à réduire ses coûts ou si les investissements verts sont trop chers. A l'inverse, imaginons une entreprise B qui a également des coûts de production de 9, mais un chiffre d'affaires beaucoup plus important de 20, et à qui on impose la même taxe écologique de 2. Cette fois-ci, le chiffre d'affaires après taxe devient 18, ce qui est très supérieur à ses coûts de production. Dans ce cas-là, la taxe écologique risque de ne pas inciter l'entreprise B à investir dans des équipements écologiques. C'est-à-dire que l'entreprise préférera payer une taxe plutôt que d'engager des investissements importants qui risqueraient donc de pénaliser son chiffre d'affaires. Donc on voit ici où se situe le deuxième problème, qui est un problème informationnel. L'information est asymétrique, on ne sait pas finalement quel est le bon taux d'imposition. Un même taux peut être trop élevé pour certaines entreprises et trop bas pour d'autres. On ne sait pas non plus a priori sur quel polluant appliquer en priorité la taxe. Si on prend maintenant le cas de la réglementation, il se pose également un problème informationnel. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'on est toujours en économie réelle dans le cadre d'une information imparfaite. Et donc par exemple, une norme de procédé imposée par les pouvoirs publics risque de désinciter les entreprises à investir dans la recherche et développement écologique. Il y a là un obstacle à l'innovation. En effet, si les pouvoirs publics imposent aux entreprises d'utiliser une certaine norme de production, parce qu'ils estiment que cette norme est moins polluante, les entreprises risquent de ne pas être incitées à imaginer des techniques de production qui seraient moins polluantes. Si on prend maintenant le cas du marché de quotas d'émissions, on va imaginer là encore nos entreprises A et B, et on dira que les pouvoirs publics attribuent à l'entreprise A un quota de 100, mais que cette entreprise A utilise seulement 80 tonnes de CO2 pour produire. Autrement dit, notre entreprise A devient offreuse de quotas sur le marché de quotas d'émissions. A l'inverse, imaginons que les pouvoirs publics attribuent un quota de 1000 tonnes de CO2 à l'entreprise B et qu'elle en utilise 1020. L'entreprise B devient de fait demandeuse de marché de quotas, 20 tonnes. Donc nos deux entreprises vont pouvoir échanger sur le marché de quotas d'émissions. Elles vont échanger 20 tonnes de CO2 à un prix inconnu X. Donc par rapport à ça, deux remarques. La première, c'est que les quotas sont des normes de rejet. On voit là déjà qu'il y a une certaine complémentarité entre normes et marché. Des normes de rejet qui sont marquées par l'incertitude. En effet,
si on regarde depuis ces dernières années l'évolution du prix de la tonne de CO2, eh bien, on constate que ce prix est fortement fluctuant, notamment quand on regarde la période marquée par la crise des subprimes entre 2008 et 2009. C'est une remarque qu'on avait déjà faite dans la vidéo précédente. Eh bien, le prix de la tonne de CO2 avait fortement baissé. Ce qui nous amène à la deuxième remarque, c'est qu'il pèse une incertitude sur l'effet incitatif du prix. On peut se demander, à un prix de 10 €, est-ce que finalement les entreprises n'ont pas toutes préféré acheter des quotas d'émissions et renoncer à faire des investissements écologiques? Donc on voit que de la même façon que pour les deux autres instruments de politique environnementale, le cas du marché de quotas d'émissions est marqué par un problème informationnel. Quel effet incitatif du prix? Quelle rentabilité pour les investissements écologiques? Quelle quantité de quotas attribués, etc. Donc on voit que chacun de ces instruments a un point commun, c'est qu'il est marqué par un problème informationnel. Donc la question qui se pose à nous, cette information imparfaite, puisqu'elle limite l'efficacité de chaque instrument pris isolément, eh bien comment utiliser les différents instruments de façon à limiter les conséquences de ce problème? Pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple d'une économie, l'économie d'un pays, c'est marqué par d'importants rejets de CO2. Donc on va modéliser à la façon des économistes la situation écologique de ce pays. Donc on a deux courbes, une courbe de coût marginal et une courbe de dommage marginal. Alors comment interpréter ces deux courbes? Par exemple, on lit ici que lorsque l'économie de ce pays veut réduire ses émissions de CO2 d'une tonne, eh bien, elle doit faire des dépenses supplémentaires à hauteur de 10 €. De la même façon, lorsque les émissions de CO2 augmentent d'une tonne, lorsqu'elles passent de 2 à 3 tonnes, eh bien, les coûts liés au dommage augmentent de 15. Par exemple, les coûts pour se soigner suite maintenant à un air qui est davantage pollué. On a donc bien une courbe de coût marginal qui est décroissante. Lorsqu'il y a beaucoup de tonnes de CO2 émises, cela signifie qu'on fait peu d'efforts en matière de dépollution. Et une courbe de dommage marginal qui est croissante. Plus il y a d'émissions de CO2 et plus les coûts liés au dommage sont importants. Donc la rencontre entre ces deux courbes permet de définir un optimum de pollution dont on peut faire remarquer que l'optimum de pollution n'est pas nul. C'est-à-dire que on pourrait s'attendre à ce que l'optimum soit à un niveau de pollution nul, sauf que en réalité, les activités humaines, même lorsqu'elles sont peu polluantes, sont toujours un minimum polluantes. On ne peut pas vivre un minimum, on ne peut pas vivre sans polluer un minimum. Alors ce modèle quand même présente un certain nombre de problèmes, notamment une modélisation aussi précise est impossible dans la réalité à cause, encore une fois, de l'information imparfaite qui limite la précision des calculs. Par exemple, comment évaluer précisément les dommages marginaux? En d'autres termes, comment savoir concrètement les coûts liés à l'amélioration de la santé, les coûts liés à la dépollution des plages, en cas de marée noire par exemple? Autre problème, les entreprises ont-elles intérêt à dévoiler leur vraie courbe de coût marginal? Est-ce qu'elles ont vraiment intérêt à avouer au pouvoir public leur coût de dépollution, au risque peut-être de devoir supporter des taxes importantes? Alors pour résoudre ce problème, on va imaginer deux protagonistes. Un premier protagoniste qu'on va appeler Jean-Claude, qui est un homme politique. On va l'appeler également le réglementeur. Le deuxième protagoniste sera Bobby, qui est un économiste, et qu'on peut appeler également le calculateur. Donc Jean-Claude se donne pour objectif de conduire une politique climatique. Donc pour ça, il aimerait savoir s'il doit utiliser plutôt une taxe ou plutôt une norme. Et donc il demande à Bobby de calculer le coût marginal de dépollution de l'économie du pays. Bobby lui répond « Pas de problème », sauf qu'il y aura forcément une marge d'erreur à cause des asymétries d'information. Donc les calculs de Bobby lui amènent à proposer deux versions, deux modèles. Une version 1, une version 2. Donc les deux versions sont identiques à ceci près que la courbe de coût marginal est plus pentue dans la version 1 que dans la version 2.
Donc on voit ici qu'on a dans chaque cas un optimum de pollution théorique qui est inconnu. On voit ici que le dommage marginal est le même dans chaque cas, mais le coût marginal, lui, varie. Mais on ne connaît pas ce coût marginal. On imagine que les entreprises mentent, ne disent pas totalement la vérité quant à leur coût de dépollution. Donc on a dans chaque cas un deuxième optimum de pollution qui est obtenu à partir des calculs de Bobby. Ce qui signifie que tous les instruments de politique environnementale qu'on pourra mettre en place seront mis en place en fonction de ce deuxième optimum qui est forcément un optimum éloigné de la réalité. Donc imaginons qu'on met en place une taxe calculée à partir de l'optimum défini par Bobby et qui suppose donc que pour tendre vers cet optimum, il faille faire en sorte que les coûts de dépollution des entreprises soient amenés à un peu moins de 200 €, environ 180 €. Une autre façon de faire serait de mettre en place une norme, par exemple une norme de rejet qui impose aux entreprises de ne pas émettre plus de environ 7,5 tonnes de CO2. Sauf que dans chaque cas, il y a une erreur. Par exemple ici, on voit que la taxe conduit à amener les coûts de dépollution à 180 €, alors que dans l'idéal, l'optimum idéal prévoit des coûts marginaux de dépollution de 110. De la même façon, il y a une erreur liée à la norme, puisqu'on met en place une norme de rejet de 7,5 tonnes, alors que dans l'idéal, il aurait fallu mettre en place une norme de 4 tonnes. Donc dans le premier cas, la taxe est plus adaptée que la norme, il suffit de comparer les surfaces de chaque triangle. Ceci est lié au fait que les coûts de dépollution sont fortement élastiques à la baisse des émissions. Une petite baisse d'émissions de CO2 entraîne une forte augmentation des coûts de dépollution. Et inversement, dans la deuxième version, la norme est plus adaptée que la taxe. C'est-à-dire que les coûts augmentent peu lorsqu'on diminue fortement les émissions de CO2. Donc Bobby en vient à formuler ce constat. L'incertitude est tellement forte qu'on ne peut pas savoir, entre la version 1 ou la version 2, laquelle correspond à la réalité. Donc, on en déduit qu'il faut utiliser à la fois la taxe et la norme, de façon à minimiser, rendre minimum le risque d'erreur par rapport à l'optimum idéal. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela, la première chose, c'est que chaque outil de politique environnementale, pris isolément, présente des inconvénients. Donc on les rappelle, celui de l'acceptabilité sociale de la taxation, celui de l'entrave à l'innovation que représente la réglementation, mais aussi on a vu que le prix d'un quota d'émission n'est pas forcément suffisamment incitatif, notamment s'il est trop bas. Deuxième conclusion, l'efficacité de chaque outil pris isolément est limitée par l'imperfection de l'information. On ne sait pas quel est le bon taux, quelle est la bonne norme, quel est le bon prix. L'information est asymétrique entre le réglementeur et le pollueur. Et enfin, l'efficacité de la norme ou de la taxe dépend de la sensibilité de la courbe de coût marginal à la réduction des émissions. Or, cette sensibilité, on l'a dit, ne peut pas être précisément connue. Troisième conclusion, on en déduit qu'il faut combiner les différents instruments entre eux pour minimiser les erreurs par rapport à un optimum de pollution incalculable. L'idée de complémentarité se trouve dans cette troisième conclusion. Donc par exemple, on peut imaginer qu'il soit possible de normaliser le marché de quotas d'émissions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons l'évolution depuis quelques années du prix d'une tonne de CO2. On pourrait imaginer que les pouvoirs publics fixent une norme de quotas basse, par exemple ici à 20 € la tonne, en proposant d'acheter des quotas pour éviter que le prix de la tonne de CO2 passe en dessous de 20. Ou à l'inverse, on peut imaginer la mise en place d'un prix plafond où les pouvoirs publics vendraient des quotas de manière à éviter que le prix de la tonne de CO2 passe au-delà de 35 € la tonne. Ce qui reviendrait en fait à définir un couloir entre lequel le prix de la tonne de CO2 pourrait varier.